nous allons passer à la deuxième intervention de la matinée, et la dernière de la matinée. Monsieur Youssef Aïdine va nous parler de la coopération religieuse à travers la formation des imams. Vous avez la parole pour 15 minutes. Bonjour, je vais d'abord vous demander de m'excuser parce que j'ai la voix un petit peu cassée. Donc j'espère qu'avec le micro, j'arrive à me faire entendre. J'essaierai de parler le moins fort possible. Une micro-façon travail. Merci aux organisateurs de donner à un journaliste comme moi l'occasion de confronter sa maigre contribution à cette journée d'études et de pouvoir confronter les points de vue avec des acteurs, des diplomates, des chercheurs aussi, et cet après-midi des acteurs de la vie économique. Merci beaucoup à Yousra Abourabi pour la détermination, la patience dans l'organisation des panels et des invitations. Le thème de mon intervention sera, on va dire, j'essaierai déjà d'être court, nous sommes tous déjeunés d'ailleurs. J'aimerais partir de la politique de coopération religieuse déployée depuis un an par le Maroc en collaboration, à destination, en collaboration avec le Mali dans un premier temps, pour essayer d'en tirer peut-être quelques enseignements, quelques conclusions préliminaires sur ce que veut la diplomatie marocaine, quels sont ses outils et quelle serait sa stratégie dans ce cadre-là. Tout d'abord, j'ai rappelé les faits sur cette formation, je pense que vous en avez entendu parler, je ne vais pas m'attarder là-dessus, et après j'essaierai de proposer des pistes pour interroger la portée de cette action diplomatique et savoir s'il s'agit là d'une réelle politique étrangère, en tout cas un élément de cette politique étrangère. Tout d'abord, cette formation était intervenue dans un contexte très particulier. Le roi du Maroc a annoncé en septembre 2013, lors de la cérémonie d'investiture du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, lui-même assez proche du Maroc, qu'il a accédé à la demande du président Ibeka pour former au Maroc des imams maliens. C'était une première qui a été annoncée avec beaucoup, on va dire, d'efforts de communication de la part de la diplomatie marocaine, mais ce n'était pas totalement une première. Depuis des décennies, certains diraient même des siècles, au Maroc, à travers ses institutions traditionnelles, ses universités, ses instituts de théologie, accueillent des étudiants de tous les pays, et notamment des étudiants d'Afrique de l'Ouest, avec qui le Maroc entretient des liens ancestraux qui remontent qui partagent au moins autant de liens avec l'histoire du Maroc, l'histoire médiévale du Maroc, et aussi partagent des liens avec la projection par le Maroc d'une histoire impériale qui tient parfois autant de la mythologie que d'histoire. En tout cas, cette formation a très vite été mise en place, puisque dès novembre, le Maroc a commencé à accueillir à Rabat 106 étudiants imams sélectionnés par les autorités maliennes en collaboration avec le ministère marocain des Affaires islamiques et des Habous. La personne clé de ce dispositif est en fait le directeur du cabinet du ministre des Affaires étrangères et des Affaires islamiques et des Habous. C'est M. Abdef Boudouri, qui lui-même est un éminent chercheur spécialiste de la confrérie tidjane. Donc il a été au centre du dispositif, et d'ailleurs des enseignants de ce programme de formation qui se déploie sur 2 ans. L'objectif est de former 500 étudiants imams qui ont entre 25 et 45 ans, pour la plupart qui n'ont pas de background d'études islamiques, parce que, comme vous savez certainement, il n'y a pas de formation spécifique à la fonction d'imama assurée au Mali par les autorités maliennes, puisque le Mali est une république laïque, peuplée très majoritairement de musulmans sunnites, et donc cette formation qui s'étale sur 4 semestres, là où elle est peut-être assez originale, c'est qu'elle
comprend à la fois des enseignements théologiques classiques, donc l'apprentissage du Coran, des cours d'arabe pour maîtriser, on va dire, les sources, des cours sur le hadith, des cours de fiqh, des cours de maqasid, c'est-à-dire de jurisprudence du droit, de finalité de la jurisprudence du droit. Des cours également d'histoire de l'institution du Mali. Et à côté de ça, les concepteurs de cette formation ont voulu créer aussi un cursus de formation qu'on pourrait qualifier de boîte à outils, donc avec des enseignements de langue, de français, des enseignements de communication, enfin des séminaires sur la communication, sur la prise de parole, des enseignements aussi techniques, notamment des enseignements liés à la maîtrise des outils de l'information et de la communication. Et c'est vrai que cette formation a connu, enfin, l'appel d'offres, l'appel à proposition a connu un énorme succès au Mali. Il y a eu très vite énormément de demandes, plus de 400, et donc la sélection s'est faite à la fois sur des critères propres, on va dire, de profil des concernés, et aussi des critères régionaux et géographiques. Vous pouvez noter que dans la première cohorte d'étudiants imams, il y a quelques héritiers de lignées prestigieuses de shérifs des grandes villes de l'islam malien, comme le Tombouctou, notamment, mais pas seulement, et que donc l'objectif dès le début, et on y reviendra tout à l'heure, c'est de faire de ces imams, de ces futurs imams, des ambassadeurs de bonne volonté, des imams formés qui eux-mêmes pourront peut-être former à leur retour au Mali. Et il fallait prendre en considération des critères qui sont des critères unicomatiques, donc de représentation des différentes régions, et notamment des grandes villes et des grandes lignées de shérifs et de frirs du nord du Mali, la région où justement s'est développée ces dernières années une idéologie radicale qui, comme vous le savez, a été notamment à l'origine du conflit armé entre le gouvernement de Bamako et des groupes de libération nationale, des groupes séparatistes ou en tout cas des groupes revendiquant l'autonomie de l'Azawad, avec plusieurs degrés, on va dire, de référentiel religieux, mais pour beaucoup un très fort référentiel islamiste. Et pour le Maroc, et ce sera là la question que je laisserai ouverte au débat avec l'ASCAN, il y avait vraiment un intérêt, visiblement, à montrer à la fois un savoir-faire et un savoir-faire utile en matière de lutte contre le radicalisme. Il y a un volet de lutte contre le terrorisme qui est un volet sécuritaire pur, c'est des forces spéciales qui d'ailleurs marocaines ont été déployées à Tombouctou, dans une discrétion qui est assez surprenante, c'est-à-dire que très peu de personnes ont vraiment cherché à savoir si les Marocains étaient allés en soutien de l'opération militaire Serval au Nord Mali. Il est avéré que des forces spéciales marocaines se sont déployées pour aider au renseignement, mais finalement s'intéresser à cette personne. Et à côté de cet effort sécuritaire, le Maroc essaie de développer, et c'est là où ça entre en résonance avec une logique nationale, une offre de diplomatie religieuse. Donc, aller combattre le radicalisme, aller combattre la pensée intégriste, aller combattre l'influence très forte de courants de l'islam plus rigoristes dans les cœurs et les esprits des personnes qui sont à même d'inverser la tendance, et notamment des imams qui sont dans la communauté des points de référence qui peuvent diffuser un message de paix et de tolérance dont le Maroc se revendique et pour lequel le Maroc revendique un leadership. On l'a vu cette semaine, mardi, à la commission de lutte contre le terrorisme,
de lutte contre le terrorisme à l'ONU, le Maroc a envoyé 3 émissaires. C'est très intéressant de voir la qualité de ces 3 émissaires. Il y avait le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, M. Nasser Bourita, qui est un diplomate de carrière. Il y avait le directeur de la Direction générale des études et de la documentation, la JED, le service de renseignement extérieur du Maroc, M. Yassine Bonsari. Et il y avait le ministre des Affaires islamiques, qui venait intervenir sur dans un panel sur la lutte contre le terrorisme, en présentant notamment la politique de coopération religieuse, et notamment au Mali. Donc c'est une carte dans la panoplie d'outils qu'utilise la diplomatie marocaine. Cette diplomatie, je ne vais pas vous le rappeler, où le ministère des Affaires étrangères n'est qu'un rouage, parce que ça reste une réserve du roi, son cabinet et ses membres de cabinet sont pour certains des diplomates avec une grande expérience. Le roi préempte assez souvent une bonne partie des orientations stratégiques et son application récente, on va dire physique, par des visites répétées en Afrique subsaharienne, montre que le niveau de décision est tout à fait qui a éclaté et s'est rajouté à ça, à ce domaine réservé et à cette administration des affaires étrangères, un rôle de plus en plus important du ministère des Affaires islamiques, notamment auprès des pays d'Afrique de l'Ouest. Donc il y a ce programme de formation des imams maliens. Le même programme est en train d'être mis en place avec le secrétariat général aux affaires religieuses de la République de Guinée, qui partage aussi avec le Maroc des relations historiques assez anciennes. Il y a eu, au cours de la visite, la tournée royale en Afrique de l'Ouest et centrale, une demande émanant d'imams ivoiriens et également une petite demande émanant du gouvernement gabonais où la population musulmane est très minoritaire. Il y a enfin, et c'est là peut-être ce qui est intéressant, des demandes qui émanent de pays dont on n'aurait pas pensé qu'ils viendraient à un moment ou à un autre réclamer l'assistance, la collaboration ou l'expertise marocaine en matière religieuse. Donc il y a eu une demande actée de la part de la Libye, où il y a une demande très précise sur la formation des imams, et également une demande plus spécifique sur on va dire, la gestion des mosquées de la part du gouvernement tunisien. Donc on voit bien que le Maroc, sur la base d'une success story éventuelle, en tout cas bien vendue, avec cette première cohorte d'imams maliens, essaie de développer, on va dire, un cluster de sa diplomatie, avec bien sûr l'idée que cette expertise pourrait avoir des retombées positives sur la diplomatie marocaine. C'est là sur ça que je veux conclure, pas sur des affirmations, mais sur des interrogations. Il est intéressant de voir comment le Maroc utilise cette carte de la diplomatie religieuse comme un argument dans les différentes instances internationales, dans les différents enjeux de diplomatie qu'il est confronté. À l'ONU, le Maroc essaye de vendre, parce que c'est une stratégie aussi de communication, un jeune chercheur marocain qui est au centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po à Paris, Ismaël Al-Karabi, parle de branding religieux, et il a publié un ouvrage intéressant sur la question où il applique, on va dire, les outils, les concepts du marketing à cette diplomatie religieuse, et va s'atteler à décrire comment le Maroc définit un marché, comment le Maroc déploie les produits, comment le Maroc va vendre ses produits. Et dans la diplomatie religieuse, c'est vrai que le Maroc déploie une palette d'outils et de moyens où l'usage, en tout cas des outils du marketing, est pertinent pour comprendre les enjeux. Et donc, pour le Maroc, la question que je me pose en tant que journaliste, je
réponse, et j'espère qu'on arrivera à trouver une réponse ensemble, c'est de savoir si cette politique, déjà, est soutenable. L'Institut qui dispense cette formation a été doté d'une enveloppe budgétaire de 12 millions d'euros, 40 millions d'dirhams pour construire un institut de formation qui peut accueillir 600 personnes, avec des logements, etc. C'est un investissement considérable qui s'ajoute déjà au surinvestissement, enfin en tout cas à l'investissement déployé ces dernières années dans l'administration des affaires islamiques. On a fonctionnalisé les imams, maintenant ils sont tous payés. On a créé une bureaucratie du religieux. Et aujourd'hui, le Maroc veut déployer une diplomatie religieuse et former des imams. Jusqu'à quelle échelle? On peut se poser la question. 500 étudiants, c'est déjà, qui sont pris en charge par le gouvernement marocain, c'est déjà énorme. Et là, ce qui est intéressant, c'est quelque chose que j'ai appris récemment par une personne qui suit le dossier. Le Maroc, félicité par l'Union européenne, les partenaires de chaque pays de l'Union, par les États-Unis lors de la visite du roi à la Maison Blanche, etc. Et maintenant sollicité pour savoir si on peut financer ces programmes. Dans le contexte actuel de daïchisation du discours de politique étrangère au niveau mondial, on veut déjà comprendre ce qui se passe et on veut financer des outils pour lutter contre le radicalisme et les barbares dégorgeurs de tourisme. Le Maroc est aujourd'hui sollicité pour être financé. Le Maroc n'avait rien demandé et aujourd'hui le gouvernement marocain reçoit des propositions pour financer ces programmes parce que certains pays occidentaux voudraient apprendre, voudraient voir si ça peut permettre aussi de lutter contre certains phénomènes de radicalisation à l'intérieur des communautés musulmanes dans le monde occidental, dans le Maroc. Et donc, il est intéressant de voir si c'est soutenable et si cette politique religieuse ne présente pas le risque de, je ne trouve pas le terme en français, mais en anglais, de cornériser le Maroc dans une ère géographique et régionale qui est l'Afrique de l'Ouest, de tradition soufie, de rite malékite. Et il est intéressant de voir que quand on parle de diplomatie religieuse, à partir du cas du Mali, on en parle comme si c'était une politique africaine. Alors le Mali est un pays très important, certes, mais c'est qu'un des 54 pays du continent. Et peut-être que beaucoup de pays ne sont pas du tout intéressés par cette offre de diplomatie religieuse. Les pays d'Afrique ne sont pas tous des pays de forte population musulmane, mais n'ont pas tous la même centralité de confession. Voilà les quelques remarques que je voulais faire. J'espère qu'on aura l'occasion d'en débattre et je pense que, en tout cas, cette politique de formation des imams est originale et interroge une partie des options de la diplomatie marocaine en Afrique. Et il est intéressant de continuer à la suivre. Merci beaucoup.